Voilà, Olivier, voilà, c'est pour toi. Et bonjour tout le monde. Voilà, donc Olivier qui est directeur de la transformation technologique du Crédit Agricole et membre du COMEX. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler les grands contours déjà du plan stratégique de Crédit Agricole sur le volet technologique, autour notamment, parce que c'est un élément important, de la confiance numérique et puis de l'autonomie stratégique? Oui, alors peut-être un mot, Christophe évoquait la question de la place de la technologie dans les plans stratégiques. Il y a un virage intéressant dans le plan qu'on a publié de niveau groupe en novembre. C'est que vous avez 3 piliers qui introduisent la présentation. C'est leader en Europe, leader des transitions et leader des nouvelles technologies. Ça montre où est la technologie finalement dans ce nouveau plan. C'est-à-dire prise de conscience de l'enjeu et prise de conscience du fait que c'est ça qui fera la compétitivité d'un groupe bancaire. Bon, c'est évidemment pas un scoop, mais c'est important de montrer qu'il est positionné à ce niveau-là. Alors après, il y a une évidence dans ces plans-là, c'est qu'on a énormément d'investissements sur nos sujets de technologie pour les métiers. Ce que je propose, c'est de me concentrer plutôt sur ce qui change sur le transverse. Et en fait, dans ce qui change sur le transverse, il y a un certain nombre d'inflexions. La première, c'est que sur les groupes comme les nôtres, nous, on a décidé d'investir sur des structures transverses. On est des groupes très décentralisés, mais face à l'accélération du numérique, on ne peut plus faire localement sur des sujets comme le partage de la donnée inter-entreprise, bien sûr, les fameux data space dont Christophe parlait à l'instant, sur les accélérateurs d'IA, parce qu'en fait, l'IA, c'est un sujet ultra mouvant, ultra industriel, et donc ça, on va le faire de manière beaucoup plus consolidée. Et puis, tu évoquais la confiance numérique. En fait, nous avons décidé de lancer un vrai métier de la confiance numérique pour notre propre service, bien sûr, à des fins de synergie, mais aussi parce qu'il faut projeter nos groupes dans un univers où l'identité devient numérique. Et on sait qu'il y a énormément de révolutions à venir là-dessus. Et enfin, dernier changement, c'est des usines communes qui s'appuieront sur tout ça, en fait, très consommatrices de technologie. L'exemple qu'on cite, parce qu'il est assez évident, c'est celui de la connaissance client, qui consomme un maximum de data et d'IA. Et sous-jacent à tout ça, et ça va rejoindre la thématique du jour, on a un vrai pivot sur l'autonomie stratégique, c'est-à-dire qu'on affirme une politique renforcée d'autonomie stratégique qu'on est en train de déployer. Le plan date de novembre. Et on affirme également, à travers ça, la volonté de soutenir le développement de la tech européenne. Ça, on veut le faire en tant que gros consommateur de technologie, parce que c'est une évidence que nos groupes sont des grands consommateurs de technologie, et avec notre casquette investisseur. Et on rappelle, les investissements en technologie au Crédit Agricole, c'est de l'ordre c'est presque 6 milliards. Oui, quasiment, oui. Donc on ne tient pas à les atteindre d'ailleurs. Bien entendu important. Alors, dans cette stratégie, justement, il y a une montée en cadence dans une infrastructure cloud privée, justement. Oui, alors c'est une des particularités de nos groupes, c'est que nous avons décidé il y a 5 ans d'investir dans un cloud privé. Alors, pour être franc, ça n'était pas forcément dans un esprit ultra visionnaire par rapport à la situation qui nous occupe aujourd'hui. C'était d'abord à des fins de synergie et de performance. Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est un actif super intéressant dans un contexte dans lequel on veut renforcer l'autonomie stratégique ou la souveraineté si on se projette sur les États dans lesquels on a des parts de marché majoritaires. Donc on a un nouveau plan d'investissement assez agressif sur ces capacités de cloud privé pour faire face aux évolutions qui nous occupent, aller encore plus loin sur l'automatisation, aller encore plus loin sur les capacités d'IA, sur l'observabilité, bien sûr la cyber, parce que j'aimerais qu'un jour on dise qu'on est au niveau, mais on sait que c'est une course qui n'arrêtera jamais. Voilà, donc on a un cloud privé qui finalement pèse, pour revenir sur les chiffres, tu donnais la dépense globale, ce cloud privé à lui tout seul c'est 1,2 milliard. Et il continue sa croissance sur les volumes intragroupes sans même servir d'entité externe à ce stade. Voilà, et donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? C'est que j'en profite, moi il y a un message, Frédéric, qui me tient à cœur. Ça fait des années qu'on entend, et ça n'est pas complètement faux, qu'on n'a pas réussi à créer de champion européen du cloud public, comparé aux grands acteurs américains, effectivement. Mais d'abord, on a des choses prometteuses qui se développent et il faut les soutenir. Mais d'autre part, il faut quand même qu'on n'oublie jamais qu'on a les plus grands clouds privés dans les plus grands clouds privés du monde. Je viens d'en citer un exemple avec le nôtre. Il y en a d'autres qui sont de taille équivalente. Et puis, on peut citer des exemples qui commencent à se fédérer en multi-entreprises, comme le groupe Lidl en Allemagne. Donc en fait, avant d'abandonner tout ça, n'oublions pas que la compétence sur ces métiers-là, c'est un chemin à sens unique. Si on décide de les abandonner, ne nous racontons pas qu'on les reprendra plus tard, c'est faux. Alors aujourd'hui, donc on voit bien le Crédit Agricole, c'est des métiers mondiaux. Il y a des collaborateurs du Crédit Agricole un peu partout, évidemment les partenaires, les clients, etc. Mais c'est quoi la définition de l'autonomie stratégique pour un acteur justement comme le Crédit Agricole? Alors, c'est un énorme défi dans nos entreprises de faire passer ce genre d'inflexion, et je pense qu'il faut le faire de manière très simple.
C'est-à-dire que la question que doivent se poser les équipes, les dirigeants qui décident, in fine, c'est quoi? C'est quelles sont les dépendances que j'accepte en fonction de la criticité de mon activité, de sa localisation, parce que vous savez qu'on est un groupe mondial, donc évidemment, je ne prends pas la chose de la même manière sur des activités que j'opère aux US, en Asie ou en Europe, et évidemment de la confidentialité de la donnée. Donc c'est ça, en fait, qui doit driver toutes nos décisions, et il faut assumer le fait que c'est une politique multiforme, et que, je vais prendre quelques exemples aux antipodes de dépendance. Si j'accepte une dépendance en SaaS, dans un cloud US, c'est-à-dire j'ai ni la compétence, la maintien, ni la maîtrise sur mon logiciel, ni sur mes données, ni sur les opérations, j'ai le droit, mais il faut savoir que j'accepte donc tous les risques de coupure immédiate qui vont avec. Aux antipodes de ça, quand je fais tourner un logiciel que je développe, avec des données que je développe dans mon propre cloud, là aussi j'ai des dépendances. Mais ces dépendances, elles ne peuvent pas me tuer du jour au lendemain, donc je peux multisourcer mon matériel, je peux, etc., etc., et donc je peux les réduire. Et donc c'est jongler entre les deux extrêmes de ce spectre, fonction de la criticité de nos activités. Et si on peut avoir quelques exemples justement autour de ce spectre? En fait, un exemple très simple, c'est que pour ce qui me concerne, il est hors de question qu'on laisse partir des actifs de paiement en euros ailleurs que sur des infrastructures dont on a la maîtrise totale. Voilà. À l'inverse, sur des solutions de retargeting marketing, sur des données anonymisées, etc., il faut bénéficier de toutes les capacités du marché et il y a zéro sujet à consommer du cloud public. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis peut-être, pour ne pas passer pour un extrémiste du cloud privé, être très clair sur le fait que, bien évidemment, notre futur est hybride. Il l'est déjà. Et c'est une hybridation qui va s'accentuer, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a très massivement cloud privé, un peu de cloud public. Demain, on a toujours massivement cloud privé, sans doute même encore un peu plus. On a cloud public classique et au milieu, on a l'émergence des clouds de confiance dont on veut évidemment être un partenaire. Alors justement, on entend évidemment toutes les inquiétudes géopolitiques, économiques, enfin voilà, on est quand même assez cerné de ce côté-là. Tout à l'heure, tu disais il y a de la place pour les technologies européennes, sans mettre en péril la performance, que c'est important. On sait qu'il y a une certaine avance évidemment des Américains, et puis on est bien conscient des forces établies aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors, c'est très important ce que tu dis là, c'est-à-dire que pour moi, il ne faudra jamais céder à la tentation du moment qui est vraiment d'actualité, là, de dire bon, pour la souveraineté, on abandonne la performance, parce que c'est souveraineté first. Ça, le problème, c'est que c'est intellectuellement satisfaisant, ça tient juste pas la route. Si on dégrade la performance de nos business, on ne tiendra pas dans la durée, et donc tout ça va s'effondrer du jour au lendemain. Il suffit d'un changement de gouvernance qui fait moins peur dans certains pays à l'international, et ça sera la fin de l'histoire. Donc la performance, pour moi, elle est ultra centrale. En revanche, les premiers responsables du non-développement de la tech européenne, c'est nous, collectivement, les grands groupes, l'État, etc., qui n'avons pas fait suffisamment d'efforts ces dernières années pour avoir l'intention de le développer. Et je pense vraiment, et nous on a la chance de concilier le côté consommateur et investisseur, à la limite, s'il faut accepter à un moment que ça soit performance un peu différée, ça c'est le rôle des investisseurs. Le rôle du client, c'est aller chercher la performance tout de suite, des big cases auxquels on croit, parce que sinon la dépendance avec une boîte européenne non performante, elle protège absolument pas mieux l'entreprise qu'une dépendance extra-européenne, parce qu'elle n'est pas viable. Question aussi, parce qu'aujourd'hui on peut dire ok, ce discours est tenu, on parlait d'un budget assez conséquent, c'est une banque, donc il y a des moyens, on sait que évidemment l'IT c'est au cœur c'est le cœur du réacteur. Qu'est-ce qui pourrait inspirer d'autres entreprises qui seraient ici parmi les réflexions que porte le Crédit Agricole? Alors, en fait, je pense qu'il faut d'abord, dans ce qu'on échange là, et on est de plus en plus nombreux à dire la même chose, je ne prétends pas avoir inventé grand-chose sur le sujet d'autonomie, cette question des dépendances, chacun doit se la poser avec ses moyens, j'ai envie de dire. Donc évidemment qu'on ne va pas pouvoir avoir le même degré d'exigence ou de graduation en fonction de ses moyens, de ses enjeux de sécurité, ses enjeux de confidentialité. Néanmoins, cette approche déjà, elle est applicable à tous. Ensuite, il faut quand même qu'on regarde devant, c'est-à-dire qu'on est dans une phase dans laquelle, avec l'arrivée de l'IA générative, typiquement sur le logiciel, il devient accessible à beaucoup plus d'entreprises d'avoir le niveau de contrôle que nous, on a la chance d'avoir depuis longtemps, parce qu'on avait les moyens financiers d'avoir des très grosses équipes de développement. Donc ça, déjà, c'est devant nous. Sur les infrastructures, honnêtement, je crois que le marché a vocation à se consolider, c'est une évidence.
Et donc le garder en Europe, oui, mais croire que chacun des clouds privés sera complètement indépendant et ne servira que son entreprise, j'y crois avec modération. Voilà. Et puis le dernier point, c'est en fait, oui, nous avons des moyens, mais moi je suis très lucide sur la taille réelle de ce qu'on représente par rapport au marché de la tech. Ça a été longtemps une de nos erreurs de se dire, nous, on est gros en technologie, parce que fut un temps, c'était vrai. Et aujourd'hui, par rapport à la taille du marché de la tech, on n'est pas gros du tout en technologie. Et donc c'est important, et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, qu'on travaille ensemble et qu'on fasse mouvement ensemble, parce qu'un marché, ça se fait pivoter à plusieurs. Et je ne crois pas une seconde, quelles que soient les forces du groupe, qu'on peut le faire tout seul. Et c'est l'intérêt de ces journées qu'organise l'IMA, de globalement les démarches qu'on a ensemble, c'est qu'on doit pousser tous dans le même sens pour avoir une chance de réussir, en fait. Est-ce que ça voudrait dire que le Crédit Agricole pourrait devenir, alors, pour ses clients, mais aussi avec d'autres entreprises, avec son infrastructure de cloud privé, une sorte d'opérateur de confiance numérique ? Très clairement, c'est un sujet qui est ouvert. Aujourd'hui, le plan que j'annonce, il est centré sur nos propres besoins. Je pense qu'il y a 2 messages par rapport à ça. Le premier, c'est que nous, on a la culture, et il faut continuer comme ça, de d'abord faire sur nous-mêmes, démontrer, et ensuite on réfléchit à l'ouverture. Mais clairement, la question est toujours posée. Et deuxièmement, quand je dis qu'on veut avoir une structure de confiance numérique, je ne prétends pas qu'on fera tout seul, du tout. Et donc c'est aussi une ouverture au fait de travailler sur des alliances. Ce qui nous importe, ça n'est pas de tout faire tout seul, c'est d'avoir un partage de valeurs, de critères de sécurité, de critères de dépendance sur tous ces sujets-là, entre soit on le fait tout seul, soit on le fait avec des partenaires de notre écosystème, mais qui s'engagent dans la même voie finalement. Un dernier enjeu majeur, c'est un terme qu'on va beaucoup prononcer évidemment aujourd'hui, c'est l'IA. Il y a une course à l'armement autour de l'intelligence artificielle. On a des besoins aussi importants en capacité électrique. C'est quoi les réflexions justement, tes réflexions, puis celles du Crédit Agricole ? Ce qui se passe là-dessus est assez incroyable et il faut toujours garder la tête froide dans ces moments-là, parce qu'en fait, ça doit nous inviter en une espèce de schizophrénie entre le cours affiché de l'IA et puis ce qui se passe en ce moment sur la partie infrastructure. Toujours intéressant d'y avoir un pied parce que ça permet de se rendre compte de ce que fait le marché. Donc, évidemment, comme tout le monde, on participe à ce que j'appelle souvent la course à l'armement sur l'IA et on étend nos data centers, etc., mais on le fait avec raison. On travaillera avec des partenaires dont certains sont représentés aujourd'hui pour regarder comment étendre nos capacités en hybridation, comme je le disais tout à l'heure. Il faut qu'on fasse attention à investir dans une mesure qui préserve la rentabilité. On n'est pas là pour faire les choses parce qu'elles sont à la mode. Donc c'est vrai sur l'IA, c'est vrai sur la partie autonomie. On est là pour les faire en garantissant de la performance. Donc voilà, donc oui, gros investissement quand même sur nos data centers, nous aussi. Extension de puissance assez incroyable par rapport aux chiffres qu'on connaissait. Mais on ne s'enflamme pas, et d'ailleurs on n'en aurait pas les moyens à l'échelle de ce qui s'annonce aux US en ce moment. Alors, il y a déjà quelques questions là qui arrivent. Alors, la définition de la souveraineté, je pense qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui, donc on essaiera d'avoir on aura plusieurs définitions tout au cours de cette journée. Très rapidement, comment combiner accélération du déploiement des systèmes d'IA et un niveau cyber suffisant concernant les risques intrinsèques de l'IA ? C'est exactement le genre de sujet qui nous a mené à décider de créer la structure transverse, parce qu'en fait c'est ultra exigeant. Ça consomme beaucoup d'investissements de concilier les deux. Il faut pas se raconter d'histoire. Et au-delà de la cyber, c'est la protection de la donnée. Parce que autant depuis longtemps, nos politiques de protection de la donnée sont ultra rigoureuses sur ce qui est autorisé dans le cloud, etc. Autant avec l'IA, on est dans un flou quand même assez compliqué. Savoir où partent les données, ce qui en est fait, etc. Et que ça ne reste pas très théorique. Voilà, donc la seule solution, in fine, c'est d'avoir des structures qui donnent ces services, qui soient assez consolidés. Nous, on va en faire une partie nous-mêmes, on le fera aussi avec des partenariats. Et sur la place, il faut qu'on soit plusieurs à faire ça, parce que là aussi, les services SaaS, c'est sympathique et facile à consommer, mais attention à ce qui se passe derrière. Des limites à l'innovation quand on est entre un cloud privé et cloud public ? Alors c'est l'éternel débat, et là j'ai un peu un double discours. C'est vis-à-vis des équipes qui gèrent ce cloud privé, il est inaudible et inacceptable d'envisager d'être moins performant. Ce qu'on doit accepter, c'est d'avoir une couverture des services moindre. On ne joue pas sur le terrain d'un AWS, chacun doit rester à sa place. Mais par contre, sur ceux qui servent nos métiers, ce qui est un sous-ensemble de ce qu'est faire un grand cloud provider, on doit être au top. Voilà. Ceci étant, dans la vraie vie, le sujet est moins infrastructure en réalité que les services on top. Et bien sûr que pour certains périmètres, il faut accepter de jouer sur du SaaS, dès lors que dans l'analyse des dépendances, c'est acceptable. Bien, merci. On peut remercier Olivier pour cette première intervention de la journée. Merci Olivier, je laisse regagner ta place.